C'est ouvert. Nous poursuivons cette journée sur le Forum européen en nous intéressant aux tendances du marché africain. 3 intervenants pour nous parler des tendances sur le marché africain. Paul Kitissou à ma gauche. Bonjour Paul. Vous pouvez parler dans le micro pour que tout le monde vous entende. Vous êtes consultant, expert donc de ce marché africain. À côté de vous, Radia Kamou. Vous êtes directrice générale de pâtisserie et gourmandise, donc société spécialisée dans les pâtisseries et basée à côté de Tunis. Hein. Vous n'êtes pas à Tunis? En Tunisie. En Tunisie. À Tunis, c'est autre ville de la Tunisie. Voilà, vous avez plusieurs boutiques, vous allez nous expliquer tout ça. Lionel Villepontou, directeur industriel des Grands Moulins de Dakar. Bonjour. Bonjour et merci donc à tous les 3 d'avoir répondu à notre invitation. Je vais commencer par vous, tiens, Lionel Villepontou. En préparant cet échange, vous m'avez glissé qu'il y avait 2 types de consommation sur le marché africain, selon qu'il s'agisse d'un pays francophone ou anglophone. Oui, effectivement, on trouve en Afrique de l'Ouest, je ne parlerai plus Afrique de l'Ouest, plus Afrique de l'Ouest en ce qui me concerne, on trouve une consommation axée pays francophones vers des produits, comme on disait tout à l'heure, plus français, pâtisserie, viennoiserie et pain. Et puis pays anglophones comme le Ghana, le Nigeria ou certaines parties comme le Cameroun, une partie du Cameroun, on trouve des pains de mie. Pain de mie fait en cassette. Donc c'est 2 types de pain différents. Paul Kitissou, vous dites que le pain parfois peut être aussi attaché au passé colonial. Ah oui, absolument. Ça rejoint ce que vient de dire Lionel. Dans les pays francophones, c'est-à-dire les pays qui ont été colonisés par la France, c'est de la baguette française majoritairement. Et puis dans les pays anglophones, c'est du pain de mie. Mais le Ghana est un cas particulier parce que c'est du pain de mie, mais avec une touche traditionnelle. C'est-à-dire que le process dure à peu près 20 heures. Ils font la pâte la veille, ils laissent la pâte, une fois façonnée, en pousse toute la nuit. Donc pour les levuriers, ce n'est pas de bons clients puisqu'ils mettent très peu de levure. Voilà. Ce sont des préparations au levain? Non, c'est du pain fait avec de la levure, mais le fait que la dose de levure est très basse, pour une raison très simple, c'est qu'ils veulent faire la pâte la veille et cuire le lendemain matin très tôt, c'est-à-dire vers 4 heures du matin. Et le pain est chaud pour être consommé dans la matinée. On consomme du pain sur l'ensemble du continent africain? Oui, absolument. Donc, la consommation du pain au quotidien est très importante. Et sur certains pays, ça va jusqu'à 100 kilos au mois par personne. Donc, le pain est un produit essentiel et nécessaire pour le quotidien. On a échangé aussi en préparant cette intervention sur les pains. Je crois que c'est vous qui me l'avez dit, alicamment. Il y a une notion de bienfait dans le pain. On va y rajouter des ingrédients pour que ce soit... Oui. Alors, rapidement, il y a quelques années, le pain servait de support, c'est-à-dire pour saucer. Vous avez une sauce, de sauce tomate par exemple. Vous prenez le pain, vous trempez dans la sauce, vous mangez. Ou encore, vous ouvrez la demi-baguette, vous en faites un sandwich. Aujourd'hui, la consommation évolue dans ce qu'on peut voir dans les pays nantis, c'est-à-dire les gens cherchent du pain qu'on appelle le pain plaisir, c'est-à-dire le pain qu'on peut manger tout seul, sans rien avec. Et la dernière tendance qui va se généraliser, à mon avis, c'est ce que j'appelle le pain alikama. Le meilleur exemple, c'est le marché sénégalais, où des boulangers mettent des plantes séchées, notamment une plante qu'on appelle le moringa. On sèche les feuilles qui sont très riches en vitamines et en minéraux. On sèche les feuilles et puis au moment du pétrissage, on incorpore dans la pâte et on fait un pain qui est très riche en vitamines et en minéraux. Il y a d'autres produits que les boulangers mettent. Alors le Sénégal, c'est le meilleur exemple, mais au Togo, ça a commencé et récemment, je suis allé au Cameroun, ça a pris aussi. Et il y a une allégation du coup qui est affichée chez le boulanger, pain riche en vitamines, pain où c'est plus une volonté de faire bien, de faire bon?
Ah non, mais Qu'est-ce qui un les peu... a amenés à ça? Aujourd'hui, avec les moyens de communication modernes, la globalisation, le monde est devenu très petit et les gens savent qu'en Europe ou aux États-Unis, il y a cette tendance-là. Et le boulanger qui fait ses pains communique sur ce pain-là. Il y a des termes, par exemple, du pain fait avec du mil au Sénégal, ça s'appelle le pain riche. Pain dolé. Donc, C'est le pain dolé. voilà. Donc, dans chaque pays, il y a une appellation qui rappelle quelque chose de noble, de nourrissant. Donc, et puis, les boulangers communiquent là-dessus. Et on sent qu'il y a une influence, on va dire, globale, que les Africains s'inspirent de ce qu'ils voient ailleurs. Ça me frappe quand vous dites riche, noble, qu'on cherche à se valoriser parce qu'on peut faire de ce qui a l'air d'être mieux ailleurs et qu'on va récupérer pour soi. Oui, on voit depuis quelques années une évolution de la consommation en Afrique avec une classe sociale qui a de plus en plus les moyens, des gens qui voyagent et qui voient différents types de panification, de viennoiserie. Et effectivement, ils s'intéressent de plus en plus à ces produits, on va dire, améliorés. Ce que disait Paul sur le pain dolé qu'on appelle au Sénégal, c'est qu'ils essaient de mettre en évidence les céréales locales ou les plantes locales dans des pains et ils communiquent effectivement, via la santé, via les bienfaits sur les personnes et ça commence à prendre un petit peu d'importance. C'est encore des faibles pourcentages, mais ça prend de plus en plus d'importance. Est-ce que le pain est concurrencé par les produits locaux, comme l'igname, comme tout ce qui va être une nourriture qui fait partie de la base de l'alimentation de certaines régions? Ça dépend des pays. Le Sénégal n'a pas trop de produits qui concurrencent le pain. Il y a la mangue, qui est un fruit qui arrive en grosse quantité au mois de mars. Et effectivement, quand la mangue arrive, les prix de la mangue chutent et on sent une baisse de la consommation de pain. Mais ce n'est pas très flagrant au Sénégal. Par contre, il y a d'autres pays comme la Côte d'Ivoire ou peut-être le Cameroun, où il y a de l'igname, il y a du manioc, où là, il y a d'autres produits que le pain qui peuvent être consommés sans problème. Et je crois que j'ai entendu aussi, je vous ai entendu dire qu'on utilisait parfois donc, ces produits-là pour les incorporer au pain parce qu'il fallait qu'on passe une certaine production, qu'il fallait utiliser en fait toute cette production locale qui pouvait être massive. Donc, alors, je peux apporter l'information suivante. Il y a certains pays d'Afrique de l'Ouest notamment qui les gouvernements ont imposé aux meuniers de rajouter un pourcentage donné de manioc, fécule de manioc, dans la farine. Alors, bon, bien entendu, c'est pour valoriser les tubercules et les céréales locales. Mais l'erreur que nos collègues boulangers ont faite, c'est qu'ils font le pain sous forme de baguette. Alors, le consommateur, il voit la forme baguette, il veut manger la baguette très volumineuse dont il a l'habitude. Et là, ça a été un échec. Bon, je pense que c'est aussi à nous qui sommes dans le métier, c'est-à-dire Rada, Lionel, moi, et puis vous, de valoriser ces produits-là. C'est faisable. Il faut un bon moyen de communication et donc on va y arriver. Je compte sur mon ami Yann. Pour continuer en fait, à développer de nouvelles gammes finalement. Vous voulez rajouter quelque chose, Radia? Moi, personnellement, je ne suis pas spécialiste du pain, mais je vois l'ouverture du marché à travers tous les réseaux sociaux, les habitudes de consommation et le désir et la recherche d'un consommateur africain, comme n'importe quel autre consommateur, d'avoir un bon produit et un produit qui est sain et un produit qui peut être aussi développé. Maintenant, les pains, même chez nous en Tunisie ou au Maroc ou en Algérie, sont très diversifiés. Ce n'est plus la baguette toute simple, c'est des pains spéciaux, c'est des pains avec de la farine complète, c'est des pains... Donc de plus en plus, ce marché est très diversifié et évolue. Et ce n'est plus le temps de la baguette subventionnée par l'État pour être le moins cher possible. On sent effectivement une montée en gamme et une attente du consommateur de produits de qualité. Hein.
et de pain riche en matière nutritionnelle Voilà, qui soit. quand vous dites tout à l'heure le pain riche, ça veut dire riche en composition Oui, et c'est ce que riche, j'entendais, ouais. voilà, c'est Ouais. ça. Et, alors, vous êtes plus, vous le disiez, spécialiste en pâtisserie. Vous avez la gentillesse de regarder effectivement ce marché du pain pour nous dans les régions que vous connaissez. On En va... tant que consommatrice. Oui, mais le regard du consommateur est tout aussi intéressant. Alors, on va venir au sucré parce qu'il y a le pain, mais il y a aussi les pâtisseries. Europe 1, c'est le salon de la boulangerie et de la pâtisserie. Vous avez commencé par fabriquer des pâtisseries traditionnelles donc en Tunisie. Aujourd'hui, vous avez une gamme qui est très très large. Je vous propose de me raconter en quelques mots un petit peu votre histoire et comment est-ce que vous avez fait développer tout ça. Oui, donc Gourmandise est une enseigne de pâtisserie européenne et de glace et de chocolat qui est depuis 2 générations, maintenant depuis 40 ans, qui s'est développée avec bien sûr l'ADN et avec les ingrédients les plus importants qui ont fait la réussite aujourd'hui, qui sont la qualité, la générosité et vraiment la transparence et la disponibilité. Donc aujourd'hui, notre enseigne compte 20 boutiques et on emploie 450 employés. Voilà. Et nous sommes sur toute la Tunisie. D'ici le mois de juin, on sera, j'espère, 25 boutiques. Et ceci montre qu'il y a une demande importante dans ce secteur. Oui, on a commencé par les gâteaux tunisiens. Les gâteaux tunisiens restent toujours un produit qui est très apprécié, très demandé, mais c'est lors des fêtes religieuses ou lors des cérémonies de mariage, etc. Au quotidien, la consommation est un peu plus difficile pour les gâteaux tunisiens parce que c'est un produit assez riche en fruits secs, etc. Donc la demande, c'est plutôt pour la viennoiserie, pour les gâteaux, les millefeuilles, les éclairs, etc. Et c'est pour ça qu'on a développé le produit européen. Aujourd'hui, on s'adapte aussi au comportement du consommateur, on s'adapte à la méthode le style de consommation. Aujourd'hui, comme partout dans le monde, le client cherche une expérience, cherche de vivre un moment agréable, de plaisir. Et donc, on a essayé d'adapter nos concepts et nos magasins pour accueillir les gens dans des espaces de dégustation, pour attirer des gens quand c'est un quartier d'affaires, dans un salon, dans un bar à salade. Et donc, la chaîne compte aujourd'hui et comporte plusieurs boutiques avec différents concepts. La demande y est, le consommateur est de plus en plus conscient, le consommateur est de plus en plus éduqué, si on ose dire. Le consommateur, avec l'ouverture mondiale, est exigeant, comme il est ici, comme il est aux États-Unis, comme il est en Angleterre, etc. Et vous sentez qu'il y a aussi une ouverture au Maroc, en Algérie, ce sont des marchés que vous regardez, parce que pour l'instant, il n'y a encore que peu de pâtisseries là-bas. Et vous verriez bien... Oui, donc comme toute enseigne ou comme toute marque qui évolue normalement, une fois le pays, j'entends dire la Tunisie, est un peu saturé parce que d'ici le mois de juin, on sera 25 boutiques. On compte s'exporter, on compte exporter notre concept, notre gourmandise dans les pays voisins. Et en l'occurrence l'Algérie ou le Maroc parce qu'il y a de la demande, parce qu'il y a aussi le marché, parce que c'est un marché très important et parce que bon, ils ont leur marque nationale aussi, ils ont déjà la franchise, ils ont déjà la mentalité de la franchise à l'international et donc pour nous c'est des opportunités très importantes. Messieurs, de votre point de vue, est-ce que vous sentez aussi une émergence de la pâtisserie, de l'attrait pour la chose sucrée Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, Paul ? En fait, ce qu'il faut dire, c'est que la population d'expatriés dans nos pays évolue. On parle d'immigration, mais c'est dans les deux sens. Ce qui fait que l'expatrié, il cherche à avoir ce qu'il consomme chez lui. Et tant qu'on est capable de lui en fournir, il est acheteur. Surtout qu'il a le pouvoir d'achat, il a les moyens. Et ça évolue. Je suis, alors,
récemment, j'ai un exemple. Récemment, j'ai un ami qui me dit, mais on ne trouve pas du pain au levain dans ce pays. Je dis, bah, oui, mais tu es prêt à l'acheter? Oui. Bah, je lui en ai fait. Donc, c'est des choses qui évoluent. Et ça aussi, il y a un autre facteur, c'est qu'il y a des boulangers experts européens qui installent des unités de production sur le continent. Bon, j'ai beaucoup de noms. Et ça aussi, ça tire la qualité vers le haut. Et que ce soit en pâtisserie ou en boulangerie ou en viennoiserie, c'est un phénomène qu'on constate et qui va très vite. Oui, c'est ce que je pensais vous demander, c'est la qualité. Quelle est la qualité du pain? Elle est bonne, la qualité du pain en règle générale? Parce que, oui. Alors, comme le disait Paul, ce qui se passe, on voit des enseignes françaises reconnues qui s'installent dans nos pays et qui amènent une qualité type baguette de tradition, viennoiserie faite dans les règles de l'art, pâtisserie, etc. Ça touche une population plus expatriée, libanaise, et puis la classe sociale haute des Africains. Mais on sent aussi un changement de mentalité dans la population africaine, c'est qu'ils recherchent des choses nouvelles. Et s'ils ont les moyens, s'ils ont le pouvoir d'achat, contrairement à nous, moi je prends l'exemple du croissant ou de la viennoiserie. On achète de la viennoiserie peut-être le samedi, dimanche. C'est comme ça dans les familles françaises. Si un Africain goûte à la viennoiserie, qu'il aime ça et qu'il a les moyens, il va en acheter tous les jours pour toute la famille. Et ça devient un marché important. Donc il y a ce côté-là qui est nouveau depuis quelques années. Et après, sur la qualité du pain, en règle générale, 90% du pain vendu, c'est de la baguette où on cherche du volume. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, il faut une baguette qui fait 70 cm de long, 2000 cm3 de volume. C'est une baguette carton où il n'y a que de l'air. Ça, c'est ce qui se passe. Le consommateur va plus acheter un volume dans lequel il va pouvoir diviser des portions pour nourrir une famille que du goût et que de la saveur. Mais on a aussi en parallèle dans nos pays, dans plusieurs pays, ce qu'on appelle le pain fabriqué à la main. Donc il y a dans les villages de brousse des boulangers qui fabriquent du pain sans eau et sans électricité. Donc ils vont chercher l'eau au puits, ils pétrissent à la main et ils peuvent utiliser aussi les pieds dans des baignoires, dans des bacs, et ils cuisent dans des fours à bois. C'est ce qu'on appelle au Sénégal le pain tapalapa. En Guinée-Conakry, ça s'appelle le pain imbaya. Et ça représente quand même une consommation importante. C'est une seule forme de baguette. C'est un petit pain qui fait 120 grammes cuits, 30 cm de long, mais avec une mie assez dense, plutôt avec un alvéolage irrégulier, une coloration un peu mate, un peu foncée. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans nos pays aussi. Et ce que vous nous décrivez là est un pain de boulanger ou un pain de famille? C'est, on va dire, entre les deux. D'accord. Une boulangerie tapalapa, en fait, on trouve dans les maisons ce système-là, mais en fait, ils vont passer un sac de farine, c'est-à-dire qu'ils vont sortir 300, 400, 500 pains. Donc c'est pour la famille, mais c'est aussi pour les maisons voisines, c'est un petit business. Et puis après, on en trouve qui vont passer 2, 3, 4 sacs où ils rayonnent sur une plus grande partie du village. Et ça monte jusqu'à des boulangeries comme ça manuelles qui peuvent passer jusqu'à 10 sacs par jour. Ça veut dire qu'ils sont capables de sortir 3000, 3500 pains par jour fabriqués entièrement à la main, quoi. En matière d'hygiène, si on peut soulever le problème, ça semble... C'est cuit, voilà. C'est d'accord. C'est cuit, Voilà. On se rassure comme ça. Non, mais avec, je suis désolée, monsieur, vous parlez de choses qui existent, oui, c'est sûr, puisque vous êtes au Sénégal, moi je ne le suis pas. Mais je pense que quand même, à côté de cela aussi, il y a une grande évolution. Il y a des boulangeries industrielles qui s'installent. Il y a des grands fournisseurs ici qui sont en train de vendre partout en Afrique. Et ça, c'est peut-être des choses un peu dépassées quand même. C'est ce qu'on pensait, mais il y a des zones où pour nous, meuniers, on se rend compte que c'est des volumes importants qui ne font qu'évoluer. Vous prennent du marché. Oui, et c'est vrai qu'il y a quelques pays où il y a des boulangeries industrielles, mais il y a eu des tentatives, au Sénégal en particulier, qui se sont mal passées, des lignes industrielles qui ont fermé totalement.
Et on est revenu sur ce système-là. Et pour répondre au problème d'hygiène, avec Hubert, on y était il n'y a pas très longtemps. On a mesuré la température dans un four à bois. On était à 300 degrés avant cuisson. Donc normalement, à 300 degrés, il n'y a rien qui résiste. Et on va dire que sur le produit final, il n'y a pas de risque particulier. On parle de... Oui, allez-y, je vous laisse rajouter quelque chose avant de poser la question. Je suis entièrement d'accord avec mes collègues sur l'hygiène, mais on est ici pour parler aussi de l'évolution des tendances. Aujourd'hui, il y a des boulangeries, ce n'est pas les 90%, mais il y a des boulangeries qui sont ce qu'on appelle aux normes européennes. Je vous invite tous ici à visiter ma boulangerie, enfin pas ma boulangerie, mais on a une boulangerie familiale au Togo, je ne m'en occupe pas. Vous allez voir, c'est parce qu'on a l'habitude de venir en Europe, on voit ce qui se passe, c'est propre, oui, parce que ça aussi, c'est une tendance. Oui, je peux ajouter à cela, chez nous, à Gourmandise, le laboratoire, il est 1400 mètres carrés, il est avec des panneaux d'agar, il est certifié ISO 9001 22000, chose qui existe très rarement en France. Oui, puis vous m'avez aussi surpris dans l'explication que vous m'avez faite quand on a échangé au téléphone ensemble. C'est dans la projection que vous avez finalement dans la méthode de travail. Vous n'utilisez pas de colorant, pas de conservateur. Enfin, vos produits sont extrêmement naturels, ce qui est quand même... Absolument, oui, parce que nous, oui, en Afrique, vous pouvez dire qu'il y a un petit retard sur l'Europe. Mais ce retard a été rattrapé et nous sommes là pile poil avec l'Europe qui se remet dans le naturel, l'Europe qui se remet dans le bio, l'Europe qui se remet dans le fait maison. Mais nous, à Gourmandise, depuis la création, depuis le temps de ma mère, depuis 40 ans, on ne fait les choses qu'à base de produits naturels, à base de fruits secs. On n'utilise pas les pâtes achetées chez les industriels, on ne fait pas de colorants. Et tous nos produits sont à base de produits naturels 100%. Et c'est quelque chose qui est maintenant un grand atout parce que le consommateur aussi est devenu beaucoup plus conscient et beaucoup plus exigeant par rapport à sa santé, par rapport à tout ce qu'on lui met comme édulcorant ou stabilisant dans les produits industriels. Je me permets juste de faire une petite parenthèse pour préciser quelque chose. Nous ne sommes pas ici ensemble pour comparer ou pour opposer. On est là pour évoquer les tendances et les modes de consommation. C'est pour ça que voilà, il est intéressant de tous vous entendre, à savoir qu'il existe aussi dans des coins reculés encore des gens qui font du pain de manière très rurale et d'autres qui sont effectivement très évolués. Mais ça prouve bien que le marché voilà, est parfois dissonant, mais qu'il y a une avancée, qu'il existe différentes méthodes et c'est ça qui est intéressant. Moi, je pense que ces méthodes-là, du pain dont parlait monsieur tout à l'heure, ou quelques gâteaux qui sont maintenant faits maison, etc., c'est la preuve encore au retour au naturel et c'est des produits exotiques, disons. La viennoiserie, en un mot, vous en avez parlé. Comment est-ce qu'on explique cet engouement pour la viennoiserie qui, là, je peux vous le dire, est mondial, hein. En Asie, sur le continent américain, que ce soit Amérique du Nord, Amérique latine, là, on évoque avec vous trois le marché africain. Tout le monde a prononcé le mot viennoiserie, croissant. Comment est-ce qu'on explique ça? Cet engouement pour le croissant? C'est mon avis, hein. Je pense que c'est lié à la globalisation. Et puis, bon, des croissants au beurre, méthode traditionnelle, c'est extraordinaire. D'ailleurs, à propos de ça, j'étais au Sénégal il y a quelques mois. Il y a un boulanger dont je tairai le nom, un boulanger très connu, qui m'a dit, Paul, va regarder mes croissants là. Tu mets tout ça d'aplomb. Je regarde la vitrine. Je lui ai dit, Adnan, oh merde, Adnan, non, je ne peux pas faire mieux. Mais fait des croissants extraordinaires. Extraordinaire. Là, il n'y a rien à dire. Donc, la globalisation fait que, bon, moi, j'ai travaillé un petit peu dans les pays de l'Est. En un rien de temps, on voit des produits de viennoiserie de très bonne qualité parce que, bon, les professionnels vont d'un pays à l'autre. Et puis voilà. Oui.
Oui, comme vous dites, c'est ce réseau finalement, le fait de voyager, d'aller s'inspirer, de rencontrer, et puis on se dit que tiens, nous aussi on pourrait essayer, et puis quand le produit est bon, finalement on s'y attache assez facilement. On a parlé des produits finis, j'aimerais juste qu'on dise un petit mot sur la matière première, la farine notamment, et puis les approvisionnements. Est-ce que c'est toujours simple quand on est sur le continent africain de se faire livrer ce dont on a besoin pour préparer on commence par la farine, peut-être la qualité de la farine. Je vais juste dire un mot par rapport à ça, parce que c'est en Tunisie, nous avons une seule farine, les mêmes caractéristiques, et c'est au boulanger ou au pâtissier de trouver les moyens d'avoir une bonne qualité de produit fini. Et ça, c'est une grande difficulté. Et aujourd'hui, si on a de bons produits en Tunisie, c'est avec beaucoup de l'intervention de l'être humain. C'est la grande différence qu'il y a ici qui facilite ce travail. Oui, voilà, c'est le savoir-faire qui essaie de gagner sur la qualité de la farine. Lionel ? Alors dans les pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, on a quand même plusieurs moulins qui produisent des farines pour la boulangerie, pour la pâtisserie, pour la viennoiserie. Donc il y a une gamme quand même assez large. Et après, on a aussi de grandes marques françaises qui sont présentes pour tout ce qui est produits spéciaux, crème pâtissière, tout ce qui est préparation, mix croissant, etc. Donc il y a quand même une disponibilité, qui est importante. Disponibilité qui existe. C'est variable d'un pays à l'autre, mais sur les pays qui entourent le Sénégal, il y en a quand même quelques pays bien approvisionnés. Paul ? Je pense que pour ce qui concerne la farine, de manière générale en Afrique, il ne se pose pas beaucoup de problèmes. Que ce soit l'Afrique francophone, où les blés sont importés d'Europe. En plus des blés européens, les meuniers africains, Yann, tu me corriges si je te dis des bêtises, importent des blés canadiens ou américains, les blés de force, pour faire des mélanges avec les blés européens, pour sortir une gamme de produits. Pour la baguette, on peut utiliser que des variétés européennes, et pour les viennoiseries, les croissants, on peut avoir un mélange, une proportion de blé américain plus importante. Et même si on considère la partie anglophone ou à influence britannique de l'Afrique, les farines sont de très bonne qualité. Je connais tout le continent. Il y a deux pays où la qualité de la farine m'intrigue. C'est le Sénégal et le Cameroun. Je n'ai jamais vu des farines aussi bonnes pour faire de la baguette. Jamais de ma vie. Alors, si un boulanger sénégalais ou camerounais fait de la baguette de mauvaise qualité, c'est que c'est un mauvais boulanger. Ce n'est pas le cas pour la Tunisie, pas du tout. En fait, parce que la farine est subventionnée, l'importation est le monopole de l'État, et c'est une seule qualité de farine pour tout le pays. En conclusion, j'aimerais que vous donniez un ou deux conseils aux professionnels qui voudraient venir s'installer sur le continent africain. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour une ou deux clés de réussite ? En fait, le marché africain aujourd'hui, c'est un marché qui est vraiment demandeur. C'est un marché qui est preneur, mais qui est preneur de la qualité, qui est preneur de produits de haut de gamme et de produits qui est dans la tendance actuelle et mondiale. Maintenant aussi, les pays de l'Afrique, ils sont différents, ils ne sont pas tous les mêmes. Et quelqu'un qui voudrait s'installer en Afrique devrait bien étudier le marché et bien s'adapter aux besoins du client de ce pays-là. Il y a des pays qui ne sont pas du tout café, par exemple, d'autres qui sont très produits laitiers, d'autres qui sont très pain, etc. Donc, à chaque fois que quelqu'un voudrait s'installer dans l'un de ces pays, l'essentiel, c'est de bien s'adapter aux habitudes de ce pays-là. Mais c'est des pays où la consommation est de plus en plus importante, où les consommateurs et les Africains sont c'est un marché très preneur. Il y a beaucoup d'opportunités, énormément d'opportunités. Et stratégiquement, il faut s'y mettre vraiment. Paul Kidissou ? Je pense que si on veut s'installer en Afrique,
il y a une première chose à faire, c'est de valoriser le métier de boulanger. Parce qu'aujourd'hui, un boulanger, c'est celui qui a tout raté. Tu rien fait dans ta vie, tu vas faire boulanger. Déjà, il faut valoriser le métier et payer les employés. Parce que moi, j'ai vu des gens, des boulangers, des ouvriers payés, rien du tout. Alors ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut éviter de faire ce que les gens savent faire dans le pays. Il faut innover, apporter des idées nouvelles. Et là, je pense que c'est la clé du succès. Merci. Lionel Villepomtou. Alors moi, il y a des choses que je vais répéter, mais pour moi, il faut bien étudier d'abord la spécificité dans chaque pays, parce que même si c'est l'Afrique, d'un pays à l'autre, les habitudes changent totalement. Et il faut avoir en tête que c'est pas facile de faire changer les habitudes. Après, pour moi, il faut viser le haut de gamme. Aujourd'hui, c'est pas sur la baguette, c'est sur la baguette classique ou sur du produit standard qu'on peut faire la différence. Il faut viser le haut de gamme et puis amener de la créativité. Pour moi, c'est les deux grands conseils à suivre. Merci à tous les trois. Je vous laisse le temps d'une ou deux questions. Si quelqu'un veut poser une question, il vous suffit de lever la main. Monsieur Chiron. Courte les questions parce que j'ai l'impression qu'en fait on nous attend. Merci, merci à tous les intervenants. D'une certaine façon, la baguette est arrivée dans les pays d'Afrique francophone indirectement suite à la colonisation. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un intérêt à marier en fait les boulangeries qui fabriquent de la baguette avec des matières premières locales, avec des céréales locales? Est-ce que, parce que les pains ethniques ou les pains traditionnels en Europe sont très très tendance, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de concilier en fait la boulangerie type baguette avec des matières premières 100% africaines? Alors, je ne sais pas ce que tu entends par 100% africaine. Oui, on fait du pain sans gluten. On peut faire du pain avec n'importe quelle céréale. Mais il faut éduquer la population, le consommateur. Alors, en ce qui concerne les mélanges de blé, farine de blé et différentes graines, ça se fait déjà. C'est marginal. Mais une fois encore, comme disait Lionel, il faut éduquer la population, le consommateur. Il faut faire de la communication, il faut travailler là-dessus. Et c'est aussi une tendance. Les gens utilisent, on l'a dit, le mil ou d'autres graines tropicales, locales. Une dernière question? Pas de questions? Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à applaudir nos trois intervenants. Radia Kamou, PDG de Pâtisserie et Gourmandise en Tunisie, Paul Kitissou, consultant, expert du marché africain, et Lionel Villepomtou, directeur industriel des Grands Moulins de Dakar. Merci à vous trois d'être venus évoquer les tendances du marché africain. On s'intéressera au sans gluten, justement. Paul Kitissou en a parlé. On va parler du sans gluten à 14h05 avec deux invités. On parlera des recettes santé. On évoquera bien sûr le sans gluten, mais on parlera en globalité des recettes santé avec Alix Bornon. C'est la fondatrice de la pâtisserie Les Belles Envies à Paris. Deux boutiques aujourd'hui, une dans le 17e arrondissement, l'autre dans le 5e. Et puis avec Camille Azoulay, cofondatrice de Funky Veggie. On parlera de toutes ces pâtisseries à vocation santé et bien-être à partir de 14h05. À tout à l'heure.